Grand angle consacré ce soir à la Turquie, pays incontournable sur la scène internationale, qu'il s'agisse du conflit syrien ou encore de la crise migratoire en Europe. Un pays aussi de plus en plus autocratique depuis la tentative avortée de coup d'État à l'été 2016. Avec nous pour en parler, Ariane, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous publiez ce livre, Turquie, l'heure de vérité. C'est aux éditions Empreinte. Je précise que vous avez été correspondante dans ce pays, la Turquie, pour des médias comme Arte ou encore Slate. Alors on va commencer par une image, puisqu'on a regardé votre compte Twitter ces derniers jours et on voit sur une image diffusée par un confrère turc le président turc Recep Tayyip Erdogan, donc, qui circule à bord d'un véhicule et qui lance des sachets de thé à la foule. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte de cette image? Oui, parce que les produits alimentaires ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois ont explosé de 31% le coût des produits alimentaires. Donc il y a une vraie crise basique, c'est-à-dire il y a une crise économique, mais pour se nourrir et pour boire du thé, le thé étant vraiment la boisson quotidienne des Turcs, mais on ne prend pas un thé le matin, on en prend tout le temps. Chaque fois que vous allez faire une visite, on vous amène un petit verre de thé, et donc le thé c'est vraiment l'élément, pas de base, parce que c'est pas un aliment, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment la boisson la plus répandue. Donc en faisant ça, si vous voulez, il montre sa solidarité avec le peuple qui, effectivement, est confronté à une hausse des prix alimentaires. On a beaucoup stipendié, enfin rigolé de l'augmentation du prix des oignons. Il y a eu des tas ça a été sur les réseaux sociaux, les gens qui étaient opposés à Erdogan se faisaient des colliers d'oignons. Enfin, vous voyez, donc tous ces produits alimentaires ont augmenté, et Erdogan, c'est sa manière, si vous voulez, de reprendre la chose, non seulement donc en distribuant ces sachets de thé, ce qui paraît un peu incongru chez nous, mais aussi, par exemple, en en cassant un peu les prix des commerçants et en vendant à coût réduit les produits alimentaires. Ça fait partie de la campagne. Alors, il y a des élections municipales le 31 mars. Vu de Paris, on se dit qu'il n'y a pas vraiment de grand enjeu. Mais on se dit qu'à chaque fois qu'il y a un scrutin, quoi qu'on pense de Recep Tayyip Erdogan et de l'AKP, parti islamo-conservateur, eh bien c'est la victoire à l'arrivée. Alors, d'abord, il est quand même sur le déclin. En 2014, il a fait moins bien qu'en 2011. 45% enfin, l'AKP, son parti, parce que c'est pas lui. Aux législatives. Au municipal déjà. Je parle des municipales. 2011, c'était 45%, alors que les 5 ans avant, c'était 50%. Donc là, le grand test, ça va être les villes. Istanbul, Ankara, Izmir. Istanbul est très important pour Erdogan, il en a été maire, et c'est une ville qui est très importante pour lui parce que c'est l'Empire ottoman, c'est la capitale. Vous voyez, Ankara, c'est la capitale des kémalistes, des laïcs, des républicains. Istanbul, c'est quand même la capitale ottomane. Donc c'est très important pour lui de ne pas perdre, et il n'est pas complètement sûr qu'il gagne. Cela dit, c'est vrai que les manipulations ont pris une grandeur importante ces dernières années. Non seulement les manipulations, mais il y a des nouvelles lois électorales. Et puis, il y a une mobilisation des ressources de l'État. Lui-même étant maintenant le chef du parti, de l'AKP, non seulement président, mais chef du parti. Et il mobilise les ressources de l'État, ce qui fait qu'il a quand même une possibilité de jouer un peu sur le résultat, quoi. Alors votre livre, on va y venir bien entendu longuement, puisqu'il s'agit aussi de récits à travers des reportages que vous avez tournés. Vous donnez la parole à des personnalités turques, mais aussi à des anonymes, on va le voir. Mais tout de même, la jeunesse, c'est en général un bon baromètre. On le voit par exemple en Algérie avec le chômage des diplômés. On l'a vu en Tunisie lors de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Aujourd'hui, en Turquie, 110 000 personnes ont choisi d'émigrer en 2017. C'est quasiment le double, 69 000 en 2016. Et il y a beaucoup de jeunes, ce sont des chiffres de l'Institut des statistiques de Turquie. À quoi imputez-vous ces départs? Alors, le projet de Erdogan ne convient pas à une grande partie de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il a l'idée de faire, au fond, un nouveau pays. Il a un vrai projet de société, ce qui est d'ailleurs montre qu'il y a une dimension un peu fasciste dans ce régime maintenant, c'est-à-dire on construit un nouvel homme, une nouvelle génération pieuse, travailleuse, musulmane, et ça ne convient pas à une partie de la jeunesse qui ne se reconnaît pas dans ce projet-là. Projet islamo-nationaliste, dites-vous. Islamo-nationaliste, qui d'ailleurs est un vieux projet. Il ne faut pas croire que Erdogan est le premier à l'avoir. Il y avait une sorte de synthèse turco-islamique qui a été quand même l'idée de la junte au pouvoir dans les années 80. En cela, il est assez dans la continuité d'un vieux projet, des projets de la junte militaire. Bon,
Et donc cette jeunesse ne se reconnaît pas dans ce projet-là, donc elle part. Cela dit, il y a aussi toute une partie de ce qu'on appelle les gulenistes, les réseaux gulenistes. On m'a dit qu'il y avait actuellement 50 000 environ gulenistes qui étaient partis en Europe, qui avaient demandé l'asile en Europe. Je n'ai pas pu vérifier ce chiffre, mais c'est aussi important. Et parmi eux, beaucoup de jeunes. Fethullah Gülen, on le voit à l'image, quelques mots sur cet homme dont le nom est indissociable, bien entendu, à ce qui se passe dans ce pays, la Turquie, depuis le coup d'État avorté dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Oui, c'est un imam, si vous voulez, qui a été l'allié d'Erdogan au début, pendant les 7-8 premières années du mandat de Erdogan, enfin de l'AKP, qui est, en fait, c'est un mariage de convenance, ça n'est pas un mariage d'amour, si je puis dire, mais il a fourni à Erdogan un certain narratif pro-européen, pro-américain, pro-israélien, c'est anti-iranien. Et ensemble, ils se sont alliés pour faire rentrer l'armée dans les casernes. C'était l'ennemi commun, c'était l'armée. Donc, alors, parce que le réseau des gulenistes était très puissant dans la police et dans la justice, donc ça a permis, si vous voulez, de mener certaines opérations contre les militaires. Et ce réseau était aussi extrêmement présent dans la bureaucratie d'État. Or, Erdogan, lui, n'avait personne. Quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas cette structure-là. Et le Fethullah Gülen l'a aidé, lui a mis ce réseau-là à sa portée. En tout cas, les alliés se sont retournés. Ouais. Voilà, le divorce est désormais total. On sait qu'il y a eu des purges massives dans tous les secteurs, hein, dans l'armée, dans la police, dans l'éducation nationale. Alors, on en vient au cœur de votre livre. Vous avez donné la parole. Vous parlez de certaines personnalités qui ont d'ailleurs des origines et des sensibilités différentes. Prenons Hrant Dink aussi. On en a beaucoup parlé dans nos journaux. En quoi son cas et son destin sont-ils, selon vous, emblématiques de cette période contemporaine que vit la Turquie, disons, depuis une vingtaine d'années? Oui, l'idée du livre, c'est de donner la parole aux Turcs, que eux-mêmes, et comme vous le dites, aussi bien des gens connus que des anonymes. Je voulais que cette Turquie, ces 20 dernières années, soit racontée par les premiers concernés, les Turcs, qui, quand on les écoute, quand on les entend, disent beaucoup de choses. Et quand on voit dans le passé, ils ont dit des tas de choses. Et Dink en particulier. Dink, par exemple, était opposé, on ne le dit pas beaucoup, mais il était opposé au vote par le Parlement français de la loi reconnaissant le génocide. Lui disait, attention, ça va nourrir le nationalisme. Moi, je préfère qu'on applique ce qui est déjà, par exemple, le traité de Lausanne, qui permettait d'avoir des écoles, qui permettait de respecter un petit peu la communauté arménienne, ou alors qu'on sauve un peu ce qu'on a encore, les fondations, les immeubles. Voilà, il voulait... Journaliste turc d'origine arménienne. Alors, il était journaliste turc. Assassiné en 2007 par un jeune. Ultranationaliste. Pourquoi a-t-il été assassiné? Parce que justement, il prenait justement un juste milieu qui dérangeait? Parce que le problème, c'est que l'identité turque ne peut pas, pour l'instant, ne peut pas être conciliable avec l'idée que ce pays a été chrétien à un moment. Si vous voulez. L'identité turque est musulmane. Et bon, il y a eu ce génocide arménien, si vous voulez, qui quand même montre bien qu'il y a eu une présence arménienne extrêmement forte en Turquie. Et ça, bon, c'est quelque chose sur lequel toute l'idéologie, toute la structure, même la construction de l'État républicain kémaliste n'est pas conciliable avec l'existence de cette histoire arménienne. Alors, difficile de ne pas parler de la question kurde aussi. Vous prenez comme exemple Selahattin Demirtas, coprésident du HDP, Parti démocratique des peuples. En quoi Recep Tayyip Erdogan, d'une certaine manière, surfe-t-il sur la non-résolution de la question kurde? Alors oui, j'ai fait Demirtas, je l'avais rencontré en 2004, alors qu'il était un petit avocat à Diyarbakır, il se battait dans une association des droits de l'homme, et maintenant il est effectivement devenu quand même le rival, enfin en tout cas un des rivales, puisqu'il s'est présenté aux élections présidentielles contre Erdogan, et il a été en prison. Alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître à Erdogan, enfin au président Erdogan, d'avoir initié un processus de paix, et non seulement avec les Kurdes, mais avec aussi le PKK, ou en tout cas ses représentants politiques, ou avec Abdullah Öcalan, qui était le chef du PKK, qui est en prison en Turquie. Donc ça, c'est quelque chose que personne n'avait fait. Quelle était sa sincérité? À quel point il a plutôt essayé d'instrumentaliser les Kurdes et de les faire tenir tranquilles, par exemple, dans les grands mouvements, grandes manifestations de Gezi en 2013, qui ressemblent un peu à ce qui se passe actuellement en Algérie. Eh bien, les Kurdes ont été extrêmement en arrière. Ils n'ont pas beaucoup bougé parce qu'ils étaient en train de négocier avec Erdogan. Donc la grande question, c'est de savoir à quel point il était sincère dans sa volonté de trouver une solution ou pas. Je pense que les responsabilités sont partagées. Ouais, vous dites sincère, mais on a le sentiment que c'est un fin stratège, Recep Tayyip Erdogan. On le voit à travers le conflit syrien. Officiellement, Daesh, par exemple, est l'ennemi de Recep Tayyip Erdogan. Mais dans votre livre, vous dites qu'il y a parfois des complaisances. Oui, il y a une ambiguïté. En tout cas, dans les premières années, il y a une ambiguïté. Parce
que Daesh était au fond leur allié objectif contre les Kurdes des YPG, c'est-à-dire des proches du PKK, des Kurdes autonomistes, indépendantistes, qui étaient en Syrie, qui étaient l'ennemi prioritaire d'Ankara et de Erdogan. C'est pourquoi il y a eu un laisser-faire de Daesh qui eux aussi se confronter à ces Kurdes. Alors vous le dites dans votre livre, l'Europe qui se marie à la Turquie ou l'inverse, le rêve semble désormais loin. Pourquoi vous avez appelé ce livre « L'heure de vérité » ? Parce que c'est pour 3 raisons. La première, c'est que justement tous ces Turcs qui parlent, c'est un peu leur heure de vérité aussi, puisque l'idée du livre, c'est de montrer l'évolution, de revenir à ce qu'ils disaient il y a 10, 15, 20 ans, et puis de voir où ils sont maintenant. Alors parfois, c'est dramatique. Des intellectuels qui ont soutenu Erdogan, aujourd'hui, sont en exil ou en prison. Donc ça, c'est aussi l'heure de vérité d'itinéraire, de ces itinéraires. C'est l'heure de vérité d'Erdogan. Parce que effectivement, maintenant, il a tous les pouvoirs. Depuis juin 2018, il a passé une constitution présidentialiste. Normalement, il devrait être apaisé. Il a eu tout ce qu'il voulait, mais on voit bien que non et qu'il continue toujours, qu'il est au fond pas si sûr de lui. Et puis la troisième fois, c'est ce que vous disiez, c'est aussi l'heure de vérité pour l'Europe et pour la France d'une certaine manière. Et pour finir, qu'est-ce qui vous passionne dans ce pays? Vous avez été correspondante à Johannesburg en Afrique du Sud, à Jérusalem aussi, où vous avez travaillé notamment sur le conflit israélo-palestinien. S'agissant de la Turquie, qu'est-ce qui vous fascine? L'Europe d'un côté, l'Asie de l'autre? Je dis souvent que pour un étudiant en relations internationales, il devrait étudier la Turquie parce qu'effectivement, sa situation géopolitique est très centrale. On peut toucher à l'Asie centrale, on peut toucher au Proche-Orient, à la Russie, évidemment, on le voit, à l'Europe. Donc c'est vraiment en ce sens-là, sur le plan géopolitique, passionnant. Et puis, c'est un peuple qui est intéressant parce qu'il est extrêmement varié. C'est un peu ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Je veux dire, il y a des militants d'extrême gauche, mais on n'imagine pas souvent. Enfin, on ne se rend pas bien compte de ce que ces militants sont déterminés, etc. Et puis, en même temps, vous avez des nationalistes durs, turcs. Enfin, il y a une palette incroyable et c'est ça que je trouve passionnant. C'est révélateur de notre époque et de ce qui se passe aussi peut-être en Europe. Merci beaucoup, Ariane Bonzon. Turquie, l'heure de vérité, c'est aux éditions Empreinte. Merci à vous.